Notre prochaine conférence sera donnée par Pascal Genet-Richard, agronome. Pascal est titulaire d'un bac en génie agricole et d'une maîtrise sur les politiques publiques agricoles. Ayant joué le rôle d'administrateur au sein de 3 entreprises agricoles collectives, il a fait des représentations à la Régie des marchés agricoles, à la table de développement de l'agriculture de proximité, à la révision de la norme biologique canadienne et à la politique bioalimentaire québécoise. Il a aussi travaillé sur des fermes, géré sa propre ferme, poulets et œufs de pâturage cidre, et travaillé comme inspecteur pour la certification biologique. Il est également doctorant en agroécologie sur la résilience des fermes diversifiées. Passionné par l'esthétique et la culture de l'agriculture, il est maintenant enseignant en développement rural. Il nous présente aujourd'hui la caractérisation de 15 fermes d'élevage diversifiées au pâturage, une conférence d'une durée de 35 minutes. Allô, vous m'entendez? OK, merci. Bien, je suis content de venir à Johnville. C'est ma première fois. Moi, je suis un petit gars de Québec, mais j'habite à Fredericksburg. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est où? OK. Donc, c'est sur le bord de la frontière. Je vous présente aujourd'hui rapidement la synthèse de mes travaux au doctorat qui ont eu comme objet d'étude une quinzaine de fermes d'élevage diversifiées, donc qui élevaient plusieurs espèces animales différentes et qui envoyaient au moins une partie de leurs animaux au pâturage et qui mettaient une bonne partie de leurs produits en marché en vente directe, donc directement aux consommateurs. Il y avait une bonne part de ces fermes-là qui avaient recours à des races rustiques, donc des races patrimoniales, en particulier dans le bœuf et dans le porc. Et la plupart du temps, on avait affaire à des fermes qui étaient de relativement petite taille au niveau économique. Donc, en gros, on essayait de répondre à la question, parce qu'on se rendait compte que ces fermes-là existent sur le territoire. Il y a clairement beaucoup de fermes qui ne sont pas spécialisées dans une seule espèce animale et qui opèrent à une échelle différente et qui utilisent le pâturage de façon qui est comme le pâturage, c'est la base de leur façon de fonctionner, mais on se rendait compte que dans la littérature, ces fermes-là, du moins ces fermes-là au Québec, n'existaient pas. On n'était pas capable de trouver vraiment de données vulgarisé de façon scientifique sur le fonctionnement de ces fermes-là. Donc, on s'est dit, OK, ce serait intéressant de les documenter. On avait une approche au début qui s'intéressait un peu à ce qui se fait en Europe. Là-bas, ils appellent ça le polyculture élevage, donc la culture de plusieurs cultures végétales et accompagnée d'un élevage. Au Québec, on a l'élevage laitier qui fonctionne beaucoup comme ça. On a bien sûr le bœuf au pâturage, mais quand on combine plusieurs espèces animal à ça, puis qu'on fait de la mise en marché directement aux consommateurs, on se retrouve avec vraiment un type de ferme bien particulier. Donc, on essaie de répondre en gros à la question, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon de fonctionner comme ça? Il y a de plus en plus de gens de la relève agricole qui adoptent ces façons de fonctionner-là au Québec, donc on voulait savoir en gros, ça mange quoi en hiver, ces fermes-là? Quand on essaie de trouver dans la littérature, on se rend compte qu'il y a quand même plusieurs pratiques qui ont été documentées à l'international qui sont jugées positives. Donc, on se rend compte que les ruminants sont bons pour toutes sortes d'affaires, incluant digérer des matières végétales qui ne pourraient pas être consommées par les humains. Donc, ça veut dire que si on envoie des animaux, des ruminants, sur des terres marginales qui ne pourraient pas être entrés dessus avec une batteuse ou un semoir cirant, bien, on valorise ces terres-là d'une façon optimale. Les monogastriques, quant à eux, peuvent digérer toutes sortes de choses que nous, on est capable de digérer parce qu'on a aussi juste un estomac, mais il y a des choses qui nous sont moins appétantes, comme des restants, des déchets ou des choses plus ou moins périmées ou des sous-produits comme de la drèche de microbrasserie ou du petit lait issu de fromagerie. Il y a une façon de réduire la concurrence entre l'alimentation animale et l'alimentation humaine, comme je disais tantôt, quand on a recours au pâturage sur des terres marginales. On valorise le pâturage pour épandre directement les matières fertilisantes au champ, donc on n'a pas besoin de les épandre. On favorise l'expression de comportement naturel des animaux, qui est une des façons de mesurer le bien-être animal. Et aussi, en faisant de la mise en marché directe, on favorise la proximité géographique et surtout relationnelle avec les consommateurs par la commercialisation directe ou des chaînes d'approvisionnement par circuit court. Par circuit court, on entend juste un intermédiaire entre la ferme et le consommateur final. Tout ça est bien beau, mais comment ces fermes opèrent-elles au Québec? Qui sont les agriculteurs et agricultrices qui mènent ces fermes-là? Comment elles se débrouillent financièrement? De quoi a l'air leur équilibre minéral? Leur équilibre minéral, ce qu'on veut dire, c'est qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort de ces fermes-là si on les quantifie sous forme, mettons, d'azote.
ou de phosphore. Est-ce qu'on peut estimer leurs émissions de gaz à effet de serre? Ça, c'est une question qui suscitait beaucoup d'interrogations. Quand on a parlé à nos caisses fermes au début, ils étaient là, oui, mais il y a beaucoup de littérature là-dessus, mais concrètement, la séquestration du carbone, les pâturages, tout ça, est-ce que c'est vrai? Comment on se débrouille là-dedans? Donc, on a fait un petit effort de décrire premièrement ces fermes-là. On est parti d'un échantillon de 1500 fermes qui font de la mise en marché en circuit court au Québec. On a réduit l'échantillon à les fermes qui avaient au moins du porc, parce qu'un des chercheurs qui a obtenu le financement pour ce projet-là se spécialise dans le porc, donc on s'est dit que ce serait un bon critère pour limiter ça. Ensuite, il fallait qu'il y ait au moins une race animale qui soit au pâturage. Une bonne partie de la mise en marché par circuit court. Et ça a donné qu'on a fini avec un excellent taux de réponse. On a appelé une vingtaine de fermes, puis on avait 16 oui. Donc, on a arrêté ça là parce qu'on voulait fouiller assez profondément, puis qu'on ne voulait pas avoir un échantillon de 100 fermes, là, parce qu'on voulait les états financiers, tout ça. Donc, on se retrouve avec des fermes qui ont une superficie très, très variable. Donc, on a de 11 hectares à 240 hectares. 14 fermes, en plus des porcs, avaient des ruminants. Donc, principalement des bovins, mais aussi des agneaux. Et 12 avaient de la volaille, soit pour la viande ou les œufs. En gros, ça ressemble à ça, le portrait des fermes au niveau des superficies. La moyenne canadienne étant la moyenne québécoise étant d'environ 107 hectares par entreprise agricole. Donc, on a des fermes qui sont à peu près au double, mais on a une ferme qui est à 11. On a des fermes plus petites en termes de superficie. Les carrés que vous voyez en genre de rouge Bourgogne, c'est les superficies en culture végétale. Donc, ils ne sont pas destinés au pâturage ou au foin ou destinés à l'alimentation animale. Donc, on a 2 fermes qui avaient aussi une production maraîchère diversifiée. On avait une ferme qui avait un champ de soya en rotation dans ses prairies pâturage, et on avait aussi une ferme qui avait un verger de pommes. En vert, c'est les boisés. Donc, la taille des cheptels, la médiane, c'est comme la ferme du milieu. Premier quartile, c'est 25%. Troisième quartile, c'est 75%, si on fait, mettons, comme le poids des bébés, là. Donc, les bovins, en parenthèse, vous avez le troupeau reproducteur. Donc, la quantité d'animaux et la quantité d'animaux reproducteurs, entre parenthèses. La médiane, on avait 63 vaches avec un troupeau reproducteur de 20. Les porcins, les reproducteurs, ce que vous pouvez voir là, c'est qu'il y a une bonne partie des gens qui avaient des porcs qui ne faisaient pas la reproduction à la ferme. Donc, ils achetaient des porcelets de pouponnières autour et puis qui les engraissaient de façon saisonnière, avec une médiane de 35 porcs. Ovins, caprins, un petit peu plus gros troupeaux, mais c'est assez standard pour ces élevages-là, entre autres avec le seuil minimal pour l'ASRA. On avait 10 fermes qui avaient des poules pondeuses. Très peu avaient un prêt de quota qui leur permettait d'aller au-dessus de 100. Ce qui était moins vrai pour les poulets. Il y avait quand même pas mal de fermes qui faisaient partie du programme de 2000 poulets, qui faisait monter la moyenne de notre ferme, de notre échantillon, avec un nombre de poulets assez élevé. Les agriculteurs en général aimaient cette production-là qui était courte et qui leur permettait d'avoir un cash flow assez rapide. Et autres volailles et lapins, en gros, il y avait quelques fermes qui avaient des lapins, mais c'était principalement une ferme qui avait beaucoup de pintades et quelques dindons à gauche à droite. Quand on regarde les races, on a les 14 fermes de bovins, on en a quand même une proportion intéressante qui avait des Highlands. Donc, vous connaissez ces races-là, mais on a trouvé que, dans le fond, c'était un gros pourcentage. C'est certainement pas représentatif de la proportion québécoise, à l'échelle du Québec au complet. Et pour les porcs, on avait quand même près de la moitié qui faisait... un tiers à la moitié qui faisait la reproduction à la ferme, et ces fermes-là avaient toutes des races Berkshire, Tamworth, des fois des croisements Large Black, et puis les fermes qui achetaient des porcelets sevrés, eux, avaient des races hybrides, des races blanches, là, donc des porcs roses. Quand on décrit les opérations au niveau un petit peu plus économique de ces fermes-là, on essaie de voir c'est quoi la quantité d'heures travaillées par année. En moyenne, là, je dirais, le portrait type, c'est 2 personnes avec un employé saisonnier pour un total d'environ 3 personnes temps plein sur l'échelle d'un an. Le revenu brut était en moyenne de 250 000 avec un gros écart type, donc il y avait des fermes à 600 000 puis des fermes en bas de 100 000. La distance de l'abattoir était aussi très, très variable. On avait des fermes qui avaient l'abattoir au bout du chemin, et puis des fermes, entre autres, au Saguenay, qui parcouraient des centaines de kilomètres à chaque voyage. Pourcentage des ventes sur la base dollars, là, pas sur la base poids de viande, mais sur la base des dollars vendus. On a 82% en moyenne du chiffre d'affaires d'entreprise qui vient des ventes directement aux consommateurs.
Le pourcentage du revenu du ménage provenant de la ferme, ça c'est super intéressant pour voir comment la ferme s'intègre dans le ménage, dans la famille, dans le couple. On se rend compte qu'il y a beaucoup de fermes qui ont un revenu extérieur. Vous allez le voir peut-être dans une autre diapo, je ne me rappelle pas si je l'ai mis, mais il y a comme 6 à 7 fermes qui considèrent que 100% de leur revenu vient de l'extérieur de la ferme. S'ils font un revenu positif dans leur ferme, ils réinjectent dans la ferme. Ça ne va pas dans le cash flow, mettons, pour acheter la nourriture ou les fournitures scolaires des enfants, par exemple. Donc, on a essayé de catégoriser l'échantillon en 3 catégories, l'échantillon de 15 fermes, pour essayer de voir, y a-t-il des tendances dans les structures, dans le fonctionnement des fermes. On a fait une étude statistique assez élaborée, parce qu'on avait comme une 60aine d'indicateurs pour chacune des fermes. On a fait des ratios avec ça, on a essayé de trouver une façon équilibrée d'évaluer les fermes. On a trouvé un équilibre entre des indicateurs économiques plus biophysiques, puis des indicateurs de structure de ferme, donc la superficie, la taille des cheptels, etc. On a obtenu 3 catégories. Donc, la catégorie qui est représentée visuellement par des parts dehors avec un silo, c'est 5 fermes sur 15, plus centrées sur le porc de race rustique au pâturage, donc qui avait des truies reproductrices. Il y avait une charge animale élevée, donc presque 2 unités animales par hectare. Une unité animale étant environ 500 kg de poids vif sur la ferme en un an, donc ça correspond à peu près, on essaye de viser à peu près, je dirais, pour les ruminants, une unité animale par hectare, à la fois pour ce que le sol est capable d'absorber, mais aussi ce que le sol est capable de produire en tant qu'alimentation. Et il y avait une forte proportion sur ces fermes-là d'animaux monogastriques, donc porc, poule, poulet, nourris avec de la moulée achetée, donc une grosse proportion de ce que ces animaux mangent, qui étaient importés sur la ferme, donc qui étaient achetés, qui n'étaient pas produits sur la ferme, et comme j'ai dit tantôt, une reproduction à la ferme. Dans le centre, j'ai mis une serre, un poulailler mobile, des rangs un peu à côté de la serre qui représentent des légumes avec des poules. C'est juste pour illustrer que ces fermes-là, bon, il y a une diversification, il y a un petit peu plus de ces fermes-là qui ont une production végétale, qui commercialisent en plus de celle de leurs animaux et qui ont un recours à des sous-produits, comme je le mentionnais tantôt, pour remplacer une partie de la moulée pour les porcs, un peu pour les bovins parfois, par des drèches de brasserie, du petit lait par exemple, d'une fromagerie, ou des fois des rognures de légumes de préparation de restaurant. Il y avait une maximisation de la valeur des produits pour au moins 3-4 fermes par la transformation à la ferme. Donc, au lieu de vendre de la viande congelée sous forme de coupe ou carcasse, demi-carcasse, il y avait parfois des plats. Il y en a de ces fermes-là qui avaient des cuisines certifiées qui leur permettaient de faire des plats sous vide, vendre sur le marché avec une bonne valeur ajoutée. Ces fermes-là, en général, disaient que leur taux horaire était meilleur dans la cuisine qu'au champ. La catégorie de droite, c'est juste j'ai dessiné des cornes donc, pour représenter un peu l'aspect Highland. C'est pas les 3 fermes qui avaient des Highlands, mais en gros, c'est des fermes qui étaient davantage centrées sur le bovin au pâturage. Il y en avait juste 3 qui sont rentrés dans cette catégorie-là. Par contre, il y a différents aspects des fermes des 2 autres catégories qui auraient pu se retrouver là-dedans, parce que presque tout le monde avait un troupeau de bœufs. Donc ça, c'est des fermes qui correspondaient un petit peu plus à un modèle traditionnel vache-veau. Il y en a quelques-unes là-dedans qui achetaient des veaux d'un an au printemps pour les finir, en plus de leur propre troupeau reproducteur avec les veaux issus de ça. Donc, ça faisait que, par exemple, s'il y avait eu 50 veaux, bien, tout d'un coup, ils se retrouvent à en avoir 90 parce qu'ils en achètent 40 d'un voisin. Puis, le fait qu'ils font de la mise à marché direct, ça fait en sorte qu'ils valorisent les veaux du voisin en les engraissant juste pendant l'été. Puis, ça baisse la pression un peu sur leur pâturage en les ayant juste l'été, puis sur leurs besoins en foin, puis la capacité à leur terre d'absorber le fumier. Il y avait souvent ces fermes-là un achat d'animaux monogastriques pour engraissement juste l'été. Donc, tant qu'à avoir des clients en vente directe, pourquoi leur vendre juste du bœuf? Pourquoi pas aussi vendre du poulet puis du porc si ça nous prend juste 4-5 mois les engraisser, puis dans le cas du poulet, juste 2 mois ou 3 mois pour les plus gros poulets. Si on compare les 3 catégories entre elles, on va prendre certains indicateurs, puis quand j'ai nommé les catégories porc rustique plus, bœuf à l'herbe plus, puis la catégorie économe en référence au fait qu'ils économisent un peu dans la moulée en remplaçant une partie par des sous-produits. Donc, au niveau de la densité animale, on a 2 unités animales par hectare pour la catégorie de porc rustique, moins d'1 unité animale par hectare dans la catégorie du bœuf à l'herbe. On voit vraiment qu'il y a 2 catégories plus extrêmes, donc celle basée sur les porcs dehors, celle basée sur les bœufs dehors.
La proportion de ruminants, c'est un peu représenté par ça aussi. Donc, 95% des unités animales étaient bovines ou ovines dans la catégorie bœuf à l'herbe et seulement 67%. C'est peu, 67% parce que des porcs, ça pèse beaucoup moins lourd que des bovins. Donc, on va vite très haut dans la proportion de ruminants quand on a un troupeau bovin. Pour ce qui est de l'environnement, ça se traduit très directement, cette proportion-là. Donc, quand on a beaucoup d'animaux monogastriques sur une petite superficie, par exemple des porcs au pâturage, on n'a pas besoin d'une grande superficie pour envoyer des porcs dehors parce qu'on les nourrit à la moulée. Ils ne vont pas nécessairement avoir besoin d'un grand ancrage. On a un gros surplus d'azote annuel. Juste pour référence, mettons, la fertilisation recommandée pour le maïs grain annuellement, c'est 120 à 170 kg d'azote par année pour le maïs grain. Là, on se retrouve avec des aires d'exercice dehors là, qui sont chargées à cette dose-là année après année sans jamais qu'il y ait de culture végétale dessus. Donc, on se rendait compte que dans certaines de ces fermes-là, il y a vraiment ce qu'on appelle des terres sacrifiées un peu à des cours d'exercice porcines. À l'inverse, pour les fermes qui ont vraiment une production centrée sur le bœuf à l'herbe, quand on prend la moyenne de leur superficie, il y a un très faible surplus d'azote qui est accumulé année après année. C'est même parfois pas assez, donc on se rendait compte qu'il y avait des prairies qui étaient assez pauvres, surtout dans la mesure où ces prairies-là étaient très rarement ressemées et où parfois le pâturage n'était pas optimisé pour la présence, mettons, de légumineuses. Les trois, phosphore puis potassium aussi, ça va un peu avec l'azote. Donc, en gros, quand il y a un surplus minéral d'un de ces trois éléments-là, souvent les autres sont en surplus aussi. Le ratio d'utilisation des terres, je ne m'attendrai pas là-dessus, mais ça, c'est une espèce de mesure pour voir à quel point les terres sont utilisées de façon efficace pour produire de la protéine pour les humains, ce qui n'est pas une mesure qui englobe toutes les autres, mais qui est parfois intéressante pour voir, OK, si on a une superficie donnée, mettons, sur la planète, puis notre but, c'est de faire des protéines pour les humains, bien, c'est sûr que faire du bœuf à l'herbe, c'est pas la façon la plus efficace de convertir l'énergie du soleil en protéines pour les humains. Mettons, faire des légumineuses année après année, ce serait probablement plus efficace. Par contre, comme je disais tout à l'heure, des terres marginales sont beaucoup mieux valorisées par des ruminants que par quoi que ce soit d'autre. Fait que c'est un ratio à prendre avec un grain de sel, mais c'est juste pour montrer que quand on fait de la production végétale, on a un ratio d'utilisation des terres plus faible. Ça veut dire une utilisation un petit peu plus efficace de nos terres pour faire des protéines à destination des humains. Pour un indicateur que j'ai trouvé très, très intéressant et très révélateur et qui a parfois surpris certains éleveurs, c'est leur ratio. Mettons, tu prends les revenus bruts. Mettons, moi, sur ma ferme, je fais 200 000 de ventes dans l'année. Mais ce 200 000-là, on le compare à nos frais variables. Fait que, j'imagine que vous savez c'est quoi la différence entre des frais variables et des frais fixes. Les frais fixes dans ce bâtiment-là, c'est la construction du bâtiment. Les frais variables, c'est l'hydro, l'entretien ménager, le chauffage, etc. Donc, quand on augmente, mettons, la quantité de porcs qu'on élève dans une année, on augmente la quantité de moulées qu'on achète. Le prix de la moulée, ça fait partie des frais variables. Donc, si je prends la totalité des frais variables que j'ai dans mon entreprise, puis je la compare à mes revenus bruts, donc mes revenus de vente, bien, la moyenne des fermes de la catégorie porc rustique plus dépensait autant en moulée qu'est-ce qu'ils faisaient en revenus. Donc, c'est très difficile d'avoir une rentabilité à la fin de l'année quand on dépense autant juste avec nos frais variables qu'avec nos revenus. C'est sûr qu'on peut prendre un bémol à ça. On a juste un échantillon de 5 fermes. C'est des fermes qui étaient, pour la plupart, dans leurs premières 5 années d'existence. Donc, ils investissent, ils n'ont pas des gros revenus bruts. Leur but, c'est pas d'être rentable dès l'année 1, 2, 3. C'est d'avoir une opération qui va fitter dans leur mode de vie à long terme. Mais c'était quand même assez révélateur, cet indicateur-là. Au même titre que la productivité du travail, encore une fois, on prend les revenus bruts, les ventes totales, et puis on les divise par la quantité d'heures travaillées. Des propriétaires, du staff, ça donne 36 $ de l'heure pour la moyenne des fermes porc rustique plus, et 100 $ de l'heure quand même pour les fermes centrées sur le bovin au pâturage, parce qu'en gros, le bovin, ça nécessite moins d'heures. C'est pas nécessairement que c'est beaucoup plus payant, c'est juste qu'on travaille un petit peu moins en termes de soins aux animaux. Quand on modélise sur l'ordinateur une ferme type par chacune de ces 3 catégories-là, qu'on envoie ça dans un logiciel qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec ce terme-là. C'est une façon d'essayer de prendre tous les processus. Souvent, c'est utilisé pour, mettons, les productions industrielles, donc production de souliers, production d'outils en métal. Mais là, on essaie d'utiliser cette méthodologie-là pour l'agriculture. On essaie de rentrer ça dans un ordinateur qui va cruncher les chiffres puis qui va dire, OK,
on émet combien de gaz à effet de serre, par exemple, par unité de production. On a utilisé un logiciel qui s'apparente un peu à ça, qui s'appelle OLOS. Donc, c'est un logiciel qui a été développé par Agriculture et Agroalimentaire Canada en Alberta, qui est adapté pour la production agricole. Donc, c'est pas d'analyse de cycle de vie à proprement parler, mais c'est le fun parce qu'on peut choisir des données spécifiques climatiques et pédologiques pour voir à quel point, mettons par exemple, il pleut beaucoup, ça affecte sur les émissions d'oxyde nitreux, etc. Je vous épargne les détails, mais c'est assez détaillé comme résultat. Ça demeure une estimation, mais ça permet en gros de bien comparer nos 3 archétypes de fermes, donc porc, bovin, puis entre les deux. Donc, je vous décris un peu les 3 fermes que j'ai modélisées. Les fermes de bœuf à l'herbe, il n'y en avait pas de poules pondeuses. Par contre, il y avait quand même pas mal de poulets. Ils produisaient beaucoup de viande de bœuf. Là, je suis en kilogrammes par année, là, donc on a 10 tonnes de viande par année bovine. Dans le porc, tout le monde est pareil, 35 porcs de 90 kilos. Seigle puis soya, c'est la rotation de production végétale de la ferme du milieu. Okay? Donc, on a 11 puis 12 tonnes annuellement. Ça correspond à une moyenne d'environ, si je ne me trompe pas, je pense que j'ai modélisé 4 hectares en moyenne par année. Il me reste 10 minutes. La protéine comestible produite, on se rend compte que quand on fait des végétaux, comme soya, seigle, on en produit en tabarouette des protéines, même si on n'en fait pas de viande. Le revenu brut, ben, le bovin, c'est quand même payant, mais c'est sûr que la ferme du bœuf à l'herbe était plus grosse en termes d'unité animale aussi. Puis, c'est ça. Fait que, en gros, ce qu'on obtient, c'est une production de protéines qui se compare comme suit. Si vous voyez la colonne de droite, c'est la ferme, je dirais, la plus simple, c'est la ferme centrée sur la production bovine. Une grande part de ces protéines produites proviennent du bœuf. Comme je disais tantôt, la ferme du milieu qui a du seigle puis du soya, bien, sans surprise, ça vient du seigle puis du soya. Et puis celle basée sur le porc rustique, bien, on a plus de porc, donc une bonne partie de la production vient du porc. Et en vert pâle, on a le poulet. Les œufs, orange foncé. Quand on compare les émissions de gaz à effet de serre par hectare, sans surprise, la ferme qui a le moins d'hectares, c'est elle qui produit le plus de gaz à effet de serre par hectare. Les gaz à effet de serre dans le porc, ils proviennent de la décomposition des fumiers principalement, mais surtout de la moulée puis des engrais nécessaires pour produire la moulée à base de grains pour nourrir les porcs. Et le bœuf à l'herbe, quant à lui, c'est davantage les émissions de méthane entérique qui composent la bonne partie de ces émissions de gaz à effet de serre-là. Le prix du soya est très bas comparativement au prix de la vente. C'est pour ça que, malgré qu'on a une grosse proportion des dollars de cette ferme-là qui provient des productions végétales, on a quand même une assez haute production de gaz à effet de serre par dollar de vente pour la ferme du milieu qui a des productions végétales. Encore une fois, la ferme basée sur les bovins émet plus de gaz à effet de serre. Ce que je veux mettre en relation avec les surplus d'azote. Ça, c'est des graphiques un peu compliqués. Je veux juste attirer votre attention sur une chose, principalement, c'est, je ne sais pas si vous voyez ma souris, OK, c'est l'espèce de flux représenté en rouge ici, qui est le surplus d'azote par hectare que la ferme génère année après année. Ce qui est en vert, c'est en gros les pâturages, les champs. Tous les petits flux ici que vous voyez ici en orange, c'est ce que les fermes vendaient en viande ou en protéines végétales. Excusez. Donc, on a pour la ferme ici extensive, elle a produit du soya, donc beaucoup d'azote qui sort de la ferme sous forme de soya, donc des protéines du soya, et pas mal d'azote qui rentre sous forme de fixation de l'azote atmosphérique. Mais somme toute, il y a un assez bon équilibre minéral. Et la ferme, excusez-moi, ici, ça c'est la ferme extensive, donc elle a un minuscule surplus d'azote, presque pas assez, la ferme basée sur les bovins de boucherie. Mais comparativement, excusez une dernière fois sur cette diapo-là, très peu d'azote qui sort sous forme de viande. Maintenant, les humains. Donc, comment ils s'en tirent, les humains, dans cette production-là? Je vais faire ça vite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Mais j'ai pris une photo d'une des fermes de l'échantillon qui m'a gentiment donné l'autorisation de la mettre. Les colonnes en bleu sont les salaires offerts aux employés sur les fermes de notre échantillon de 15. Donc, on est juste au-dessus du salaire minimum qui est représenté par la ligne rouge. La ligne verte, c'est le salaire horaire moyen au Québec. Donc, on s'en approche pas beaucoup. Les lignes oranges sont le revenu net, donc après dépenses, par heure travaillée par les propriétaires. Quand on est en dessous de zéro,
Ça veut dire que pour chaque heure qu'on travaille, on perd de l'argent. Je mets un bémol encore une fois comme tantôt. Il y a beaucoup des fermes qui ont des valeurs de revenus nets négatives, qui sont dans une phase de croissance et d'investissement dans leur entreprise, où ce revenu net négatif-là est à la limite planifié, voire souhaité, parce qu'on investit dans la ferme. Je veux juste montrer par là qu'il y a une grande variabilité dans notre échantillon de 15. On est allé quand même sur des petites, des grosses fermes, très diversifiées. Il n'y a pas de lien entre la productivité du travail et la productivité du capital. Ça, c'est une autre chose intéressante qu'on a été capable de trouver. C'est que la productivité du travail, je le rappelle, revenu brut divisé par heure de travail. Donc, ton taux horaire brut de vente versus la productivité du capital. Ça, c'est, mettons, ma ferme vaut 3 millions. Mais combien je suis capable de faire en revenu brut par 3 millions. Donc, c'est un ratio qui est utilisé, mettons, un petit peu plus au niveau d'autres secteurs économiques. Mettons, si je suis un informaticien, j'ai une excellente productivité du capital, j'achète mon laptop, ça me coûte 1000 $, je fais du code, je fais 100 $ de l'heure, je fais beaucoup de capital avec peu d'investissement. En agriculture, c'est l'inverse. On dépense des fortunes, on fait peu de sous. Donc, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la productivité du travail n'est pas nécessairement liée à la quantité de sous que tu investis dans ta business. Le prix du porc, je passe vite là-dessus. Je veux juste montrer avec la ligne rouge que ça, c'est le prix moyen du porc au Québec, c'est vraiment le prix, mettons, coté en bourse du prix du porc à grande échelle. Et puis, le prix obtenu lorsqu'on vend le porc en carcasse complète ou en demi-carcasse parmi les gens qui faisaient ce type de mise en marché-là dans notre échantillon, il est beaucoup plus élevé, mais il est aussi très variable. Donc, on va de 6 $ le kilo à 20. C'est très variable. Il y a aussi des races différentes là-dedans. Puis il y a une clientèle différente, une stratégie de mise en marché différente. Il y a des fermes Instagram à côté. Il y a des fermes bouche à oreille, c'est mon voisin qui m'achète, etc. Satisfaction financière versus revenu net, encore une fois, pas de lien. T'as beau pas faire de ça avec ta ferme, tu peux être très satisfait financièrement. Ça dénote une différence dans les mentalités, puis l'efficacité de la mesure du revenu net comme étant une mesure du bonheur à la ferme, puis du bonheur avec notre entreprise. C'est pas tout le monde qui fait pas beaucoup de sous qui est pas content. Mais l'inverse est aussi vrai. Pour les protéines, bon, je vais passer rapidement là-dessus. On pourrait revenir, si vous voulez, dans les questions. Les faits saillants de notre étude, il y en a plusieurs. En gros, on s'adressait à la fois des chercheurs, mais aussi on voulait documenter l'existence de ces fermes-là sur le territoire. Fait qu'est-ce qu'on peut en tirer? Bien, l'élevage alternatif, en gros, il ne prendrait pas cette ferme-là s'il n'y avait pas d'élevage industriel à côté. Les fermes qui achètent des poussins d'un jour, des poulettes prêtes à pondre de 19 semaines, puis des porcelets sevrés, ben, ils ne pourraient pas faire ça s'il n'y avait pas des grosses fermes prêtes à leur vendre ces animaux-là à côté. Donc, une bonne partie de la rentabilité des fermes qu'on a étudiées, surtout par rapport aux animaux monogastriques, était liée à l'existence de grosses fermes industrielles à côté. Les fermes sont moins efficaces par rapport aux émissions de GES que les fermes d'élevage conventionnelles. C'est un peu prévisible, il y a moins d'économies d'échelle, ce n'est pas une production qui est optimisée pour ça. Par contre, il y a beaucoup d'autres avantages. D'avoir recours au pâturage puis d'avoir une production plus extensive. Ces fermes ne peuvent pas remplacer les élevages industriels s'il fallait maintenir les mêmes volumes de production pour les mêmes raisons que je viens de dire, c'est-à-dire si on mange autant de viande au Québec, si on voulait convertir tous les élevages industriels à la façon de faire de ces 15 fermes-là, il y aurait beaucoup de choses à changer pour qu'on essaye d'arriver à un équilibre minéral puis un équilibre économique et de gaz à effet de serre relativement correct. Ces fermes-là avaient un haut niveau de diversification économique, ce qui leur conférait une assez bonne résilience. Mettons que quelque chose qui va mal dans une de tes productions, mais si tu en as 3 autres à côté qui vont bien, tu es quand même assez safe. On n'a pas tous les œufs dans le même panier. Une excellente connectivité avec la clientèle. Fait que ça, c'est très bon pour relocaliser les systèmes alimentaires, territorialiser la production, connecter la consommation avec les gens qui font la nourriture. Plusieurs pratiques prometteuses. Le pâturage de ruminants sur des terres marginales. C'est sûr que si on utilise les meilleures terres pour envoyer des bovins, c'est correct, mais on pourrait peut-être faire des protéines végétales dessus. Ça dépend on est où, dans quel contexte, mais mettons du point de vue de la production de protéines, il y a ça. Remplacement d'une partie de la moulée par des déchets ou des sous-produits pour les animaux monogastriques, ça c'est super à la fois écologiquement et économiquement. Il y a certains enjeux réglementaires liés à ça parfois. Mise en marché de proximité, c'est super. Transformation à la ferme aussi. Et les gens disent qu'ils sont contents parce qu'ils travaillent dehors et qu'ils élèvent plusieurs animaux. Donc, la satisfaction au travail aussi est assez bon. Par contre, un des points négatifs qui revenait constamment dans les entrevues, on a visité toutes ces fermes-là, on leur a parlé plusieurs fois,
les gens se sentent relativement déconnectés de leur environnement institutionnel. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs et agricultrices qui se sentent un peu pas écoutés, comme s'ils sont tellement dans la marge que de toute façon, si je dis quelque chose, tout le monde s'en fout, je m'implique pas vraiment dans l'UPA, ma ferme est petite. On sentait un peu ce sentiment-là d'impuissance, si jamais les gens voulaient revendiquer quoi que ce soit. Puis en gros, s'il y a des oreilles attentives des ministères de l'agriculture, de l'environnement, à ce genre d'études-là, ils trouveront là-dedans plusieurs chiffres sur lesquels se baser pour informer leur politique publique future. Ça pose des questions, on pourra peut-être en parler dans la période de questions, mais en gros, on se rend compte qu'il y a beaucoup de fermes qui ne font pas beaucoup de sous. Il y a toutes sortes d'améliorations à faire au niveau environnemental, mais comment on trouve l'équilibre entre la rentabilité et l'optimisation environnementale des systèmes? Quoi penser de l'enfrichement des terres agricoles dans les régions éloignées ou embourgeoisées? Ou est-ce que, par exemple, le prix des terres augmente trop ou complètement recouvert par la forêt parce qu'il y a une dévitalisation rurale? Comment l'élevage, malgré son impact environnemental très élevé et sa faible productivité alimentaire, je dirais, de protéines, peut-il faire partie du futur de l'agriculture au Québec? Et si on essaie d'avoir une mentalité dans l'évaluation du futur, sur quoi on se base? C'est quoi notre critère? Est-ce qu'on veut créer des emplois en région? Est-ce qu'on veut optimiser la quantité de protéines? Est-ce qu'on veut diminuer les émissions de gaz à effet de serre? C'est toutes des questions à se poser avant d'aller plus loin. C'est tout. Merci pour votre attention.